Des extensions d'intelligence artificielle sur Firebase ou alors TypeScript pour de l'IoT. Bienvenue dans les actualités de la semaine du lundi 29 mai 2023. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Cette semaine, comme je vous disais, on va donc tout d'abord parler des extensions d'intelligence artificielle de Google et plus précisément de Firebase. Si vous ne le saviez pas, Firebase a tout un système d'extensions que l'on peut venir câbler à un de vos projets Firebase. Et donc, ils viennent de sortir il y a quelques semaines des extensions dédiées à l'intelligence artificielle, notamment à leur AI qui s'appelle Palm, qui est celle qui va notamment être utilisée sur leur chatbot Bard. Palm, on va maintenant pouvoir l'utiliser directement donc à travers une extension de Firebase donc soit pour faire un simple chatbot ou alors pour faire le sommaire, le résumé d'un texte ou pour faire d'autres tasks qui n'utilisent pas forcément Palm d'ailleurs. Par exemple, le fait d'avoir des label image, donc de pouvoir décrire ce qu'est une image, ça ne va pas utiliser Palm mais autre chose. Bref, comment utiliser ces différentes extensions? Par exemple, pour le fait d'avoir un résumé de texte, il faut tout d'abord, how to install, il faut l'installer directement dans la Firebase console, donc à travers le site web de Firebase, ou alors vous pouvez également gérer ça en CLI. Et une fois que vous avez lié une extension à une collection sous Firestore, en fait une sorte de table pour ceux qui ne font pas de NoSQL. Une fois que vous avez lié ça à une table dans votre base de données, donc là une collection dans Firestore, vous allez pouvoir tout simplement parler avec Palm. Et ça de quelle manière? Si on va un peu dans le post install ici, on va pouvoir voir, voilà. En fait, donc là où vous allez avoir votre extension qui sera activée sur votre collection qui a ce nom-là, pour vous n'importe quel nom, en fait vous allez pouvoir ajouter un champ qui s'appelle très spécifiquement donc param.textfield, et dans ce champ-là de votre collection, vous allez écrire donc un texte, un long texte, et ensuite, en fait, au bout d'un moment, donc peu après, l'API donc de Palm va venir créer un autre champ à ce même document, et le champ va s'appeler param.responsefield, et donc ce sera le résumé du texte que vous avez fait juste là. Donc c'est un fonctionnement assez spécial, je trouve, de parler à une API de cette manière-là à travers donc une base de données, finalement à travers Firestore, mais c'est comme ça que donc ils l'ont implémenté au sein de Firebase. Et pourquoi pas, finalement ça se fait, parce qu'en fait on a un on snapshot ici qui permet de détecter quand est-ce qu'il y a un changement dans la nouvelle référence, dans le nouveau document qu'on vient d'ajouter, et donc forcément on va avoir la réponse directement, comme si on parlait à une API finalement, mais on parle donc bel et bien à une collection. Donc au moins ça permet d'avoir tout ça qui est directement enregistré de base, on n'a pas besoin de derrière réenregistrer ça dans une base de données. Donc voilà par exemple comment parler à l'API de Palm, ici pour faire un résumé de texte, mais on pourrait donc imaginer ne pas faire un résumé de texte mais de faire un chatbot donc directement avec Palm API. Donc c'est intéressant, je trouve, toutes ces nouvelles API qui sont sorties sur Firebase, toutes ces nouvelles extensions, excusez-moi. Autre chose cette semaine, c'est Microsoft qui a sorti un nouveau projet qui s'appelle donc DeviceScript. Et DeviceScript, qu'est-ce que c'est? C'est TypeScript pour de l'IoT, donc TypeScript pour par exemple des Raspberry Pi ou n'importe quel autre petit device justement électronique. Et donc c'est, je trouve, super intéressant. Ils l'ont rendu vraiment très très simple d'accès. Donc ici, si on regarde un peu la vidéo explicative qui est, je trouve, très intéressante, on va juste couper le son, tac, qui est très intéressante. En fait, on a une extension, donc je peux zoomer un petit peu, non, ça ne va pas marcher si je zoome. Tac, voilà. On a une extension VS Code qui est présente et qu'il faut installer. Une fois qu'on a cette extension installée, on va pouvoir écrire. Je vais le laisser ici. On va pouvoir create a new project, vous voyez, à travers DeviceScript, ce qui va lancer une commande et qui va derrière automatiquement créer tout un tas de fichiers. On va pouvoir voir juste là. Hop, voilà, il y a tout un tas de fichiers qui est créé avec de base le main.ts. Donc dans ce main.ts là, vous allez avoir cet intervalle donc, qui va en fait venir forcément se réexécuter ici toutes les secondes. Et dans celui-là, par exemple, ici dans cette vidéo, ils vont faire en sorte d'allumer et d'éteindre cette petite LED ici. Donc de base, ils ne vont pas connecter la Raspberry Pi, ils vont simplement faire une simulation donc d'une LED à travers le debugger.
Donc si on avance un petit peu, tac, si on avance encore un petit peu, voilà, on voit que ici ils prennent donc depuis Device Script Core, ils prennent tout, ils appellent ça DS, donc Device Script, et ensuite donc ils créent une new light bulb, ici light bulb, et puisqu'elle est liée à rien, et bien en fait elle va simplement être simulée par l'extension VS Code pour le moment. Donc ce qu'ils vont faire après, c'est que dans le set intervalle, et bien on va toggle la brightness de 0 à 1 en fait. Comment ça se fait? Ça se fait en faisant lightbulb.brightness.read et ensuite on va venir faire un point write dessus et on va toggle entre 0 et 1 et ça toutes les secondes. Et donc là, quand ensuite il va lancer le debugger juste ici, et bien ça va être lié donc à l'extension DeviceScript et ça va simuler le fait d'avoir une lightbulb. Tac, et vous voyez ici vous avez votre lightbulb qui va s'allumer puis s'éteindre toutes les secondes. Voilà, elle s'éteint et elle se rallume. Et donc ça, après, ils vont le lier directement à la Raspberry Pi. Et comment ils font ça? C'est assez intéressant parce qu'en fait, vous avez simplement à câbler votre Raspberry Pi. Ensuite, vous allez au sein de votre petit onglet ici dédié à Device Script et vous allez donc ajouter un device, Connect Device, et ensuite vous allez ajouter donc la Raspberry Pi que vous devez donc bien sûr câbler juste avant. Ici, voilà, maintenant elle est câblée. Vous sélectionnez ensuite donc la Raspberry Pi, tac. Ensuite, une fois qu'elle est connectée, voilà, ça va se passer ici. Une fois qu'elle est connectée, ici, vous allez pouvoir, dans les options, rajouter, alors c'est juste là, voilà, rajouter le fait d'avoir une light bulb et qui sera directement lié donc au device que vous venez de connecter. Et ensuite, ça va vous réécrire un peu le code et vous allez dire que ma light bulb, elle se trouve sur le pin donc numéro 1, le P1 ici donc de ma Raspberry Pi, de ma board. Et ensuite, vous avez exactement le même code et ça va marcher en fait. Ça va faire en sorte, si là on lance l'application, enfin la vidéo et que lui après il lance donc l'application, tac, ça va faire en sorte, on attend un petit peu, d'allumer et d'éteindre, vous voyez le pin juste ici. Donc c'est assez intéressant, je trouve, d'avoir TypeScript directement disponible pour de l'IoT. Encore une fois, ça prouve que JavaScript va dans tous les domaines et même en fait que cette règle s'applique pour TypeScript. Et voilà, je trouvais très intéressant d'avoir ce petit DeviceScript là. Donc pour ceux qui font de l'IoT, n'hésitez pas à aller voir ce projet de Microsoft. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Au niveau de l'article de la semaine, cette semaine, on va parler donc des meilleures performances, des meilleures pratiques afin d'améliorer les performances de vos applications quand elles sont sous serverless. Donc cet article-là, je trouve très intéressant, il vient de Prisma, et en fait, il nous dit certains tips, par exemple, ça peut paraître logique, mais c'est certains tips qui sont quand même importants de revoir, c'est qu'en fait, notre base de données serverless devrait se trouver dans la même région que vos serverless functions. Comme ça, ils peuvent tous les deux communiquer de manière très rapide et ensuite envoyer la réponse finale à votre utilisateur qui, lui, peut se trouver dans n'importe quelle région. Donc ça peut paraître basique, mais c'est vrai que c'est important pour vraiment éviter beaucoup plus de latence. Il y a même d'autres choses que je trouvais intéressantes, comme par exemple faire en sorte d'exécuter le plus de code possible à l'extérieur du handler de votre serverless function. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple voilà, que ici, on est à l'extérieur du handler et là on est à l'intérieur du handler. Donc quand on va appeler la route, c'est cette fonction-là qui va s'exécuter. Sauf qu'au préalable, le serveur avait mis en place en fait le serveur Node.js donc avait préloadé un peu tout ce qui se trouvait à l'extérieur du handler. Et donc ils nous disent que par exemple pour le calcul de Fibonacci, en fait si on le met dans le handler, forcément on va devoir le réexécuter à chaque fois alors que c'est la même chose, le même résultat au final. Mais si on le met à l'extérieur du handler, il sera déjà pris en compte en fait dans l'environnement Node.js qui est exécuté. Et donc le handler va simplement renvoyer directement et là on va avoir aucune latence en fait. Et ça peut marcher par exemple pour Prisma ou pour votre base de données. Vous pouvez vous connecter à votre base de données avant d'être dans le handler. Comme ça, c'est déjà pris en compte et ça ne se refait pas dans le handler, parce que dans tous les cas, vous allez le faire pour chaque requête, donc ça ne vaut pas le coup de le faire dans le handler. Voilà, c'est ce genre de petits tips qu'il y avait dans cet article et que j'ai trouvé intéressant, donc je voulais vous en parler cette semaine. Dernière chose au niveau de la librairie de la semaine cette semaine, c'est WindStatic qui est en fait une collection de components liés à Tailwind CSS et Alpine.js. Donc si vous êtes sur Alpine.js, voici une superbe collection de components. Par exemple pour des feature sections, voilà, vous avez des feature sections, vous voulez mettre en place ça, vous avez la preview et derrière directement le code qui est donc du Tailwind CSS et du Alpine.js. Quand c'est lié, parce que des fois il n'y a pas de Alpine parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'un système d'interaction forcément. Mais voilà, c'est une superbe collection de components par rapport à tout ça liés à Tailwind et Alpine. Cette semaine, puisqu'il n'y a pas de sponsor cette semaine, je me suis dit que je pouvais vous parler d'un des cours qu'il y a sur devtheory.fr. C'est le cours concernant
le clean code. J'ai de très bons retours sur ce cours, donc je me permets eh bien, de vous le présenter, de vous le représenter peut-être aujourd'hui. C'est un cours qui fait seulement 1h30 en vidéo et qui vous permet en fait de revoir un peu les classiques du clean code appliqués au JavaScript. Donc là, on va parler par exemple des bonnes conventions par rapport aux variables, par rapport aux fonctions, par rapport aux classes, même à la gestion d'erreurs ou même à la gestion des commentaires. Donc on va parler de tout ça et en 1h30, voilà, vous allez avoir une nouvelle vision, une vision plus fraîche de comment appliquer eh bien, les concepts du clean code au JavaScript afin d'avoir une code base un peu plus durable. Voilà tout concernant cette semaine. Je vous mets le lien de toutes ces petites actualités juste en dessous en description. Je vous souhaite une très très bonne semaine et on se retrouve dès lundi prochain. À très vite et bon codage.